Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la République romaine va entamer une période de conquête à travers toute la Méditerranée. Ces guerres vont être un moyen pour la République, en pleine expansion, de se doter d'une grande force de travail avec la capture de millions de prisonniers de guerre. Dans cette vidéo, nous verrons comment ce processus s'organisait et comment ces prisonniers étaient traités. C'est durant la République, qui est une période de guerre intense, qu'une grande quantité de prisonniers de guerre vont être amenés à Rome. Tous ces captifs viennent des différents conflits que va mener Rome à travers toute la Méditerranée. À cette période, il n'existait pas de convention générale comme aujourd'hui sur le traitement des prisonniers de guerre, mais il existait entre les peuples une sorte d'accord commun qui donnait aux vainqueurs le droit de disposer comme bon lui semblait des vaincus. Pour les Romains, cependant, les lois interdisaient l'asservissement des populations si la guerre n'était pas justifiée. Ce fut le cas pour l'expédition du préteur Lucius Hortensius, qui en -171 a été jugé illégal par le Sénat, et tous ses captifs furent relâchés. Mais il n'existe pas dans la législation romaine de loi pour protéger ces captifs, dont le sort revient au vainqueur. La prise d'une personne entraîne la perte de sa liberté, qui le conduit à devenir un esclave. Mais cette pratique est soumise à un code très strict. On observe plusieurs types pour ces captifs. Le captius, qui désigne une personne capturée par le vainqueur et qui tombe sous son autorité. Le traditus, qui est une personne livrée à l'adversaire contre sa volonté par une personne extérieure. Et le dediticius, qui est celui qui se rend à l'ennemi de son plein gré. Il n'est pas considéré comme un captivus et bénéficie de la protection du vainqueur. Le terme de captivus évoque ainsi une personne prise ou livrée dans le cadre d'une guerre étrangère, mais il peut aussi s'agir de la population d'une ville capturée. On parle alors d'urbs capta. Le captivus ne pouvait pas être de citoyenneté romaine, et lors des guerres civiles du 1er siècle avant Jésus-Christ, les prisonniers de guerre romains ne faisaient pas partie du butin, car ces personnes ne bénéficiaient pas du statut d'hostis, attribué aux ennemis de Rome. Il existe cependant la mention d'esclavage de population italique lors de la deuxième guerre punique, pour les cités s'étant rangées du côté d'Hannibal Barca. La capture de prisonniers de guerre est très réglementée dans le monde romain. Lorsqu'une personne est capturée, elle n'est pas tout de suite considérée comme un esclave aux yeux de la loi. En effet, tant que cette personne est en dehors du territoire romain, celle-ci a toujours le statut de personne libre. Mais lorsqu'elle rentre dans le camp romain, elle perd son ancien statut social ainsi que ses possessions. Le prisonnier passe ainsi de lager hosticus à lager romanus. La personne devient un servus aostium, c'est-à-dire l'esclave de ceux qui l'ont capturé, qui peuvent en disposer comme bon leur semble. Mais s'il retraverse la frontière, il peut retrouver la plupart de ses anciens droits civiques. Un tri était cependant réalisé avant d'amener ces prisonniers vers les camps romains. Le terme de prisonnier de guerre ne renvoie pas comme à notre époque à des soldats capturés sur le champ de bataille. Dans le monde romain, civils et militaires étaient tous deux considérés comme prisonniers de guerre, mais toutes les personnes capturées n'avaient pas le même destin. Il existe de grandes différences de traitement en fonction du sexe, de l'âge ou du statut social de l'individu. Les Romains faisaient aussi attention à la nationalité du captif, qui pouvait augmenter sa valeur. Les plus prisés étaient les Grecs, car associés à la culture. Le statut social était aussi important et servait à exposer ces élites vaincues lors des défilés de triomphe ou à être enfermés dans le carcère de Rome. Ces captifs permettaient de faire pression sur les peuples ennemis en détenant leur élite. Ces prisonniers de guerre pouvaient se révéler de formidables sources d'informations pour les Romains, en donnant l'emplacement de troupes ennemies ou de ressources vitales. C'est grâce à la torture de prisonniers que César réussit à éviter l'embuscade du chef bellovasque Choréos durant la guerre des Gaules. Mais la torture n'était pas le seul traitement infligé aux captifs. Pour les hommes en âge de combattre, si les Romains ne pouvaient les emmener au camp, ils pouvaient soit les exécuter, soit leur couper les mains pour qu'ils ne puissent plus être des soldats. Le viol est aussi pratiqué par l'armée romaine, même si peu d'auteurs l'évoquent, au risque d'écorcher l'image d'exemplarité de l'armée romaine. Mais la captivité n'est pas toujours la solution envisagée par l'armée, et les massacres sont légion à cette période. Ces massacres peuvent s'expliquer par la volonté d'affirmer le pouvoir romain, en terrorisant les populations locales, ou d'assouvir la pulsion des soldats. Ces pratiques de massacre, à l'entrée de l'armée romaine dans une ville, sont relatées par Polybe ou Appien, et de grandes villes comme Carthage, Corinthe ou Athènes n'y échapperont pas. Mais c'est surtout les hommes en âge de porter une arme qui sont visés par ces tueries pour éviter une rébellion. À leur arrivée dans le camp, ces captifs sont directement mis en vente par les militaires le plus gradés. On appelle cette vente subasta,
car le questeur plante dans le sol une lance. Les principaux acheteurs sont les habitants des alentours, ayant besoin de main-d'œuvre, mais surtout les marchands d'esclaves. Certains auteurs rapportent que les marchands suivaient les légions en mission pour acheter les esclaves directement après leur capture. Ces marchands allaient ensuite à travers tout le territoire romain pour les vendre, car ces esclaves représentent une part importante du butin de guerre permettant le financement de nouvelles campagnes. Le nombre de prisonniers variait beaucoup, mais dans certains cas, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui peuvent être vendues. Par exemple, après la bataille de Pydna, en -167, où 150 000 épirotes sont vendus. Ainsi, on ne retrouve pas de loi ou de code moral protégeant les vaincus. Ces personnes sont immédiatement mises en esclavage, et ceux qui survivent au camp sont amenés sur les marchés pour être vendus. Dans la mentalité romaine, ces personnes étaient vouées à l'esclavage, et un esclave dans le monde romain avait le même statut qu'un meuble. Beaucoup de ces esclaves finiront leur vie dans des conditions épouvantables, en étant envoyés dans les latifundia, qui sont de grands domaines agricoles ruraux, ou alors dans les mines pour les plus malchanceux. C'est à partir de l'époque impériale que des questions vont se poser sur le traitement des esclaves, avec l'apparition de lois visant à les protéger, sans pour autant remettre en cause l'esclavagisme.